Alors, dans cette troisième leçon, on va parler du framework TensorFlow. Eh ben, tout simplement, on va présenter ce framework. On va parler également donc, euh, de ses caractéristiques et son principe de fonctionnement, ainsi que des bibliothèques qu'il intègre, qui vont nous faciliter, par exemple, euh, le- la validation de notre modèle ainsi que la visualisation de notre modèle pour voir ses caractéristiques. Ses caractéristiques. On va parler du fonctionnement général, bien sûr. Donc TensorFlow, c'est un framework développé par Google en 2017. Donc c'est un outil, il permet d'offrir un excellent outil de recherche pour l'apprentissage automatique et l'apprentissage bien sûr profond, le deep learning. Donc la première version a été conçue en 2017, mais ensuite il y avait de nombreuses mises à jour ont été publiées donc, pour améliorer considérablement le potentiel et la stabilité de la bibliothèque. Et pourquoi il y avait eu beaucoup de mises à jour et surtout comment ils ont atteint la stabilité du framework, c'est parce que tout simplement il a été donc utilisé par un grand nombre de professionnels et de chercheurs. Ce qui a permis d'atteindre rapidement la maturité et la stabilité. L'ancienne version, c'était la version 1. Désormais, c'est la version, normalement, c'est 2.19, je crois, voilà, 2.19. Ou, voilà, 2.2, ou, voilà, 2.2, voilà, la dernière version. En tous les cas, c'est un framework d'apprentissage profond, donc riche en documentation, en tutoriels et projets disponibles sur Internet. C'est un framework très populaire. Donc, vous allez trouver facilement les tutoriels expliquant son utilisation ainsi que la documentation. Il intègre également d'autres packages, donc d'autres bibliothèques. Par exemple, la bibliothèque TensorBoard, c'est un kit qui permet de visualiser les graphes internes de TensorFlow. On a également une autre bibliothèque, c'est TensorFlow Fault, donc produit qui permet de générer des graphiques de calcul dynamique ainsi que transformation, créer et gère des pipelines, donc de données d'entrée. On va parler du mot graphique de flux de données. Ça, c'est très important parce que c'est basé sur TensorFlow est basé sur ce fonctionnement, sur ce principe. D'ailleurs, TensorFlow, ça veut dire un flux de tensors. Et tensor, c'est tout simplement des tableaux à plusieurs dimensions. Donc, le nom signifie flux de tenseurs. Le mot TensorFlow signifie flux de tenseurs. Donc, il fait référence à la manière dont il gère les données qui sont représentées par des tenseurs, donc des tableaux de données multidimensionnels, et les opérations qui sont des graphiques de flux de données. Il est basé sur ça. Alors, les caractéristiques principales, on trouve le calcul numérique et graphique de flux de données. Donc, TensorFlow permet de construire et exécuter des calculs numériques à l'aide de graphiques de flux de données. Donc, un graphique est une structure qui représente une série d'opérations mathématiques. Tandis qu'un flux de données, donc on a d'un côté les opérations mathématiques, c'est ce qu'on appelle les graphiques, et de l'autre, on a les flux de données représentent le passage des données entre ces opérations. Donc cette approche facilite la visualisation, le débugage et l'optimisation des modèles. Une autre caractéristique, c'est il est multiplateforme, donc ça veut dire qu'on peut l'utiliser sur plusieurs systèmes, et surtout, question matérielle, on peut l'utiliser avec le traitement va être exécuté sur des processeurs simples, hein, et des processeurs graphiques, ainsi que des plateformes de bureau. Même un ordinateur destiné non pas pour le développement, par exemple un simple ordinateur bureautique, il peut faire le travail, bien sûr. On ne peut pas s'attendre à des résultats vraiment, à exécuter des modèles qui demandent plus de ressources, mais quand même, donc, fonctionne sur différentes plateformes. Donc, il peut être utilisé sur des ordinateurs de bureau, des serveurs, des appareils mobiles et même
dans le cloud. Donc il prend en charge l'exécution sur des unités centrales de traitement, les CPU normales, ainsi que sur des unités de traitement graphique, les GPU, ce qui permet d'accélérer considérablement l'apprentissage des modèles complexes. On a également une autre caractéristique, c'est l'écosystème riche. Donc l'écosystème de TensorFlow inclut plusieurs outils et bibliothèques complémentaires comme Keras qu'on va découvrir. C'est quoi Keras? Keras, c'est une API de haut niveau, donc qui va faciliter le développement de modèles, la conception de modèles, de haut niveau, et elle est intégrée dans TensorFlow. Donc au début, à la version 1, normalement, elle n'était pas, donc c'était pas intégré, mais avec cette nouvelle version, la version 2, aujourd'hui c'est la version 2.2, donc Keras est intégré dans TensorFlow et simplifie la création des modèles de réseaux de neurones. Donc on a également TensorBoard, qui est un outil de visualisation qui aide à comprendre et à débugger les modèles en affichant des graphiques, des métriques et des visualisations. Donc, l'utilisation et application de TensorFlow, donc, on le trouve dans différents domaines d'application. Donc, par exemple, la vision par ordinateur, c'est la reconnaissance d'objets, de visage, donc segmentation d'images. Également dans le traitement du langage naturel, NLP. Traduction automatique, analyse des sentiments, chatbot, hein, recommandation de produits, par exemple système de recommandation utilisé par une plateforme comme Netflix ou Amazon, et par exemple détection de fraude, analyse des transactions financières pour identifier des activités suspectes. Le fonctionnement général donc est construit en plusieurs étapes. Donc un modèle TensorFlow, on va le construire en plusieurs étapes. D'abord, on définit l'architecture du modèle, c'est-à-dire les couches et les opérations mathématiques. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Le modèle est compilé avec une fonction de perte, hein, donc pour mesurer l'erreur, et un optimiseur qui est un algorithme qui ajuste les poids et les biais d'un modèle afin de minimiser l'erreur de prédiction pour ajuster les paramètres du modèle. Enfin, le modèle, donc troisième étape, c'est le modèle est entraîné en lui fournissant des données. Pendant l'entraînement, le modèle apprend à ajuster ses paramètres pour minimiser la fonction des pertes grâce à, bien sûr, au nombre d'itérations, donc le retour de l'erreur vers les couches intermédiaires pour ensuite ajuster ses paramètres, donc le poids et le biais pour chaque neurone, on a déjà vu ça, et avoir une meilleure précision donc à la fin, parce que les résultats, ça va être une prédiction, une classification. En tous les cas, le résultat il est connu d'avance, donc on va mesurer cette différence avec les valeurs réelles pour ensuite valider notre modèle. Bien sûr, chaque itération, on appelle ça une époque. Voilà. L'époque, c'est chaque itération pour ajuster les paramètres, donc les biais et le poids de chaque liaison entre les neurones.